Bonjour amis internautes, merci partout où vous êtes, surtout merci pour le soutien que vous ne cessez d'apporter à iNews 24. Aujourd'hui dans le débat, parce que nous avons dit chaque semaine nous aurons Maître Guy ici pour le débat de iNews 24. iNews 24 c'est la chaîne qui fait parler les Congolais qui vivent en Australie, dans la ville de Melbourne. Aujourd'hui nous procédons rapidement à la situation politique de la République démocratique du Congo, la rentrée scolaire, retour de parlementaires. On parlera peut-être un peu d'Angela Lingeti, le meilleur joueur de Félix, et puis nous parlerons aussi de cette histoire des RAM, surtout RAM. Ça sera la base de notre émission aujourd'hui, et puis la situation de la CENI et voir si réellement nous aurons les élections en 2023 en temps réel comme l'a souhaité ou comme l'a confirmé le chef d'État Félix Tshisekedi Tshilombo. Je reçois pour vous l'habitué du plateau qui s'appelle Maître Guy. Bonjour Maître Guy. Bonjour mon cher Denis. Mais ça fait quand même longtemps, hein. Ça fait longtemps. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé entre temps? Bon, ça fait longtemps, surtout avec la situation que nous courons ici en Australie. Comme vous le savez, jusque-là, on est en train de courir toujours la restriction qui a été mise en place. Donc, c'est ce qui a fait que ça ralentit un tout petit peu les activités. Et puis, vous voyez, quand les enfants ne partent pas à l'école, quand le travail est réduit, alors toutes ces situations-là, à un moment donné, ça dérange un peu. Nous sommes en plein confinement. Pour ceux qui ne connaissent pas, Melbourne est en confinement, c'est-à-dire l'État de Victoria en Australie est en confinement, qu'on appelle lockdown en anglais. C'est dû à Covid-19. Et puis voilà, on parle un peu de ces vaccins. Est-ce que vous êtes confident? Vous avez pris votre vaccin? Bon, jusque-là... moi, personnellement, je n'ai pas encore pris, mais lorsqu'on regarde le processus, même dans le milieu de travail, on se rend compte petit à petit que finalement, le gouvernement est en train de mener tout le monde vers cette voie-là. Bon, alors, on ne peut pas vivre en dehors de prescrits qui sont mis en place dans la société, qui lentement a tendance maintenant à aller sous forme de loi. Donc, je pense que dans les jours qui viennent, on sera obligés, nous tous, de passer par la voie du vaccin. Mais c'est parce qu'on dit que c'est le seul moyen qui permettra à nous tous d'être, s'il faut parler en termes de liberté, libres. Mais qu'est-ce que vous dites à ceux-là qui sont encore comme vous, bien sûr, qui n'ont pas encore eu leur vaccin? Quel message vous leur dites? Bon, je crois s'il y a un petit conseil que je peux donner, c'est demander à tout le monde d'être plus ou moins réaliste. Parce que je ne suis pas médecin, je ne saurais pas entrer dans les détails purement scientifiques, mais néanmoins, je demanderai à tout le monde d'être plus ou moins réaliste, parce que au-delà de tout, il y a la vie, il y a les enfants, tout et tout. Parce que quand vous regardez la manière dont les choses sont en train de partir, aujourd'hui peut-être on est en train de dire que ce sont les adultes, mais dans les jours qui viennent, ils vont descendre au niveau des enfants, tout et tout. Alors, il faudrait qu'il y ait quand même au niveau des familles, un certain nombre de dispositions, qui est quand même une position, et puis savoir prendre la bonne direction. Qui est laquelle? Bon, la bonne direction pour moi, je pense pour le moment, je ne veux pas prendre toute la responsabilité des conseillers aux gens d'y aller, mais en âme et conscience, je pense que l'on puisse interroger le fort intérieur. Si jamais vous êtes convaincu que vous devez prendre le vaccin, prenez le vaccin. Alors, pour la suite là, nous allons voir. Ok, ouais. Merci. Voilà, iNews 24 s'est donné, s'est assigné cette responsabilité de dire à ses abonnés, et surtout ceux qui sont en Australie, dans la ville de Melbourne, les Congolais, de prendre leur vaccin, parce que nous avons pris le nôtre. Voilà. Nous disons aussi à tout le monde bien sûr de respecter les normes, tout ce qui a lavé les mains, masques, tout le reste, afin de sauver nos familles et surtout de sauver notre système plutôt sanitaire. Les hôpitaux sont maintenant pratiquement pleins au niveau de Melbourne. Alors je pense que le vaccin iNews 24 l'encourage. Alors maintenant nous entrons directement dans notre sujet d'aujourd'hui qui était la situation générale de la République démocratique qui est dominée par d'abord le RAM. On va nous expliquer c'est quoi les RAM, si c'est légal ou c'est pas légal, et puis on parlera de la CENI et pourquoi ce blocage et qui en est le responsable, et enfin la situation générale, la rentrée scolaire, le social, le chef de l'État, ses sorties et tout le reste. Mais nous commençons directement par RAM. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos internautes c'est quoi RAM? Bon, merci beaucoup pour la question. Je crois, pour la petite histoire,
je ne voudrais pas entrer dans les détails en lisant des textes constitutionnels et ainsi de suite, mais je crois qu'en République démocratique du Congo, lorsque nous parlons des taxes, nous parlons des impôts, ce sont des matières qui sont réglementées par la loi. Et d'ailleurs, l'impôt, l'impôt et les taxes, comme je dis là-bas, sont les faits de la loi. S'il n'y a pas une loi qui parle spécifiquement d'une taxe quelconque ou bien d'une redevance quelconque, alors en ce moment-là, toute action tendant à soutirer ou bien à récupérer l'argent devient finalement illégale. Notamment ici le cas de RAM dont on est en train de parler. Quand vous lisez l'article 126 de notre Constitution, vous allez voir, on parle sur les finances de l'État. Mais aujourd'hui, parce que l'actualité est quand même un peu dominée par cette surprenante soi-disant taxe... On devait quand même expliquer à nos internautes c'est quoi RAM. C'est taxe, c'est prélèvement qu'on fait directement aux abonnés des entreprises téléphoniques et tout ça qu'en fait, je crois que c'est à l'appel ou c'est le SIM que nous payons. Bon, vous savez, une fois sur... Parce que quelqu'un nous a dit sur Internet, il y a une dame qui est en train de faire le succès sur Internet qui a dit carrément que quand on lui envoie l'argent, parce que nous avons les Orange Money, nous avons... Vodacom, Mani et tout le reste, il dit quand son enfant lui envoie l'argent, 500 francs, 5000 francs et tout, on soutire l'argent, ça parce qu'il y a beaucoup de choses, parce que nous avons des banques téléphoniques là au Congo. Mais expliquez-nous, le RAM c'est quoi? Parce qu'on veut comprendre ce taxe-là, c'est quoi? Mon cher ami, d'autant plus que, tu vois, si vous regardez dans mon introduction, j'ai essayé de poser d'abord une base qui est une base légale. Parce que les taxes, tout comme les impôts, comme j'ai dit là-bas, ce sont les faits des lois. Parce que ça a un caractère obligatoire dans un pays. Mais plus précisément parlant de RAM, vous vous souvenez, une fois, je crois qu'on avait déjà frôlé cette histoire des RAM. Tout au début, là, lorsqu'on avait commencé, on parlait d'une autre... On développait d'autres sujets. Mais par ricochet, on a parlé des RAM. Et déjà à son temps, là, j'avais une attitude pratiquement négative, vis-à-vis de cette soi-disant prélèvement dont on ne sait situer. En République démocratique du Congo, nous avons les taxes et les impôts tels que déterminés par la loi sont connus. Lorsque nous parlons par exemple des impôts réels, vous avez les impôts fonciers, vous avez les impôts sur le véhicule, vous avez les taxes spéciales de circulation, toutes ces histoires-là, ça entre justement dans cette catégorie-là. Vous avez les impôts cédulaires, où il y a par exemple les taxes sur le revenu locatif, tout ce groupement-là, ça entre. Vous avez les taxes sur les valeurs ajoutées, qu'on appelle TVA. Ce sont des trucs quand vous allez au devant de la loi, vous voyez ça, c'est bien établi, c'est bien déterminé, c'est-à-dire que la loi en parle. Vous avez par exemple le droit d'assise, lorsqu'il y a par exemple des boissons alcooliques, tout et tout. Lorsqu'on parle de la communication, quand vous allez dans cette rubrique-là, vous allez voir, vous savez, à l'époque même, avec le PTC, notre grande compagnie de communication, quand vous allez là, ce sont des taxes qui sont déjà connues. Mais avec cette taxe ici des RAM, mon cher, c'est une situation, jusqu'au jour d'aujourd'hui, je suis en train de me poser la question, si réellement notre pays est encore dans une bonne direction, si nous avons encore un gouvernement qui existe, ou bien, je n'arrive pas à comprendre. La taxe RAM n'est ni un impôt, ni une taxe, ni une redevance, parce que ça n'a pas de base légale. Alors, tout ce qui est prélèvement, comme je dis, lorsqu'il n'y a pas une base légale, donc on ne sait pas situer ça. Je ne sais même pas déterminer ou définir ça. Nous voulons quand même savoir. Ouais. RAM dérange à quel niveau? Parce que moi je pense que nous devons payer nous. Mais Denis, RAM dérange premièrement par le fait que RAM n'est pas une taxe.
RAM n'est pas un impôt. C'est-à-dire, quelqu'un qui vient avec son propre concept, il vient, il impose, il commence à soutirer l'argent des gens. Ils ont présenté ça comme quoi? Non, au début, ils ont présenté ça comme étant un système qu'ils devaient mettre en place où les gens devaient commencer à payer pour contrôler les téléphones. Et vous vous souvenez, en son temps, là, c'était non, parce qu'il y a beaucoup de, de faux appareils téléphones qui ne sont pas répertoriés, tout et tout. Et en son temps, nous avions posé la question. Si à l'intérieur de notre pays, il peut y avoir des appareils qui ne sont pas répertoriés, ou bien des appareils de fausse fabrication, comme on le dit, tout et tout. Mais quel est le travail de l'OCPT? De l'OCC, pardon. Parce que ces appareils-là, quand ils viennent, mais ils ne viennent pas directement de l'extérieur et puis ça entre à l'intérieur. Ça franchit les frontières. Au niveau de nos frontières, il y a des institutions de surveillance, il y a des institutions de contrôle. Alors ces gens-là sont bien habilités pour faire ce travail-là. Mais vous n'allez pas permettre de faire passer d'abord de trucs par le moyen de fraude, et dès que ces histoires-là entrent à l'intérieur, vous mettez une taxe qui n'a pas de soubassement légal, qui n'a pas de soubassement juridique, et puis commencer à prélever. Et puis autre chose, toute taxe a une contrepartie. Vous voyez avec le problème des rames ici, regardez comment la situation sociale dans notre pays, comment les gens sont en train de vivre à l'heure actuelle. Une taxe de plus serait une taxe de trop. Deuxième chose, lorsqu'on est en train de couper ces taxes-là, mon cher, donc c'est juste quelqu'un qui prend, il met, donc on ne te signale pas, on ne te dit pas combien tu vas payer, et du coup, comme ça, vous vous retrouvez, vous n'avez plus rien. Mais regardez la situation sociale. Troisième chose, lorsqu'on prélève ces histoires-là, j'ai suivi. Mais non, j'ai suivi. Non, on ne peut pas. Non, mon cher Denis. Ça, c'est du vol. Ça, la taxe RAM ici n'est rien d'autre qu'une escroquerie d'État. Et cette histoire doit prendre fin, on doit arrêter ça. Parce que la population souffre déjà énormément. Regardez, j'ai suivi le communiqué de presse de la DGRAD. Vous savez que pour les taxes et consorts, là-bas, c'est la DGRAD. Et les impôts et consorts, c'est la DGI. La DGRAD a dit que la raison pour laquelle il ne prélève pas RAM, c'est parce que ce n'est pas répertorié sur la liste des taxes. Alors, posons-nous maintenant la question. RAM maintenant vient d'où? J'ai suivi le ministre au Parlement. J'ai suivi le ministre qui basse au Parlement. Mais c'est quand même malheureux. Il a été convoqué pour ça. C'est quand même malheureux. Revenons un peu. Parce que vous évoquez cela. Ouais. Le ministre Kibassa a été interpellé par les parlements. Et Kibassa arrive... Il nous donne quelque chose, moi je pense que moralement assise, c'est-à-dire il nous dit, nous devons quand même contribuer à cet effort que le chef d'État, que nous saluons sur la gratuité, qui était quelque chose qui est venu brusque, et il fallait aider tous ces enfants à intégrer, il fallait qu'on commence quelque part. Et nous étions contents qu'ils nous disent que quelque part aussi, c'est une façon que la population congolaise puisse supporter. Nous tous, nous allons quand même donner le pays est pauvre, mais nous puissions, par ces prélèvements, aider à l'effort de la gratuité de l'enseignement au Congo. Vous ne trouvez pas que ça, c'est génial? Mon cher Denis, vous savez, on ne gère pas le pays avec des slogans ou bien avec des histoires juste pour la consommation, mais en réalité, quand vous suivez à l'intérieur, tout est creux, et puis finalement, nous n'avançons pas, et puis finalement, on tourne en rond. Ce que le ministre a dit là-bas, par rapport même à la gratuité de l'enseignement, vous savez que c'est très grave. Donc, en d'autres termes, le ministre Kibassa était en train de signaler à la population, tu sais, pendant qu'il était en train de parler, j'ai vu pratiquement l'image du feu, celui qui était le gouverneur de Kinshasa de l'époque, le vieux ici. Le vieux... à quelle époque? À l'époque de cet argent-là, ne mangez pas ça en train de faire des signes comme ça. Ah, Mungulu Diaka. J'ai vu directement Mungulu Diaka. Donc, c'est comme si le ministre était en train de dire aux Congolais qu'en réalité, la gratuité de l'enseignement n'existe pas. Vous payez sous une autre forme. Comme vous le savez, lorsque le chef de l'État décrète... D'accord, non, mais attendez. D'abord. Ouais. La gratuité en soi n'existe pas partout au monde.
Non, mais c'était une façon d'équilibrer. Même ici, non, on dit que l'enseignement est gratuit. Non, mon cher mais Denis. On a quand même quelque chose qu'on paye. Là. Non, mon cher Denis. Soyons... Vous savez, notre pays ne va se relever que lorsque nous-mêmes, on sera conscients de la situation et on décide de devenir sérieux. La gratuité de l'enseignement, je vous ai dit ici plus d'une fois, c'est dans la Constitution. Mais je vous avais dit aussi que c'est vrai que cet aspect des choses est mis dans la Constitution. Mais lorsqu'on arrive au niveau de la faisabilité, moi j'ai toujours proposé à ce régime ici, on pouvait adopter la gratuité de l'enseignement, mais mettre un mécanisme en place pour aller graduellement. On pouvait commencer par exemple avec tout l'école primaire. Ça s'appelait aussi gratuité et petit à petit nous voyons l'évolution, petit à petit avec tous les aléas d'à côté qui accompagneraient ce programme-là jusqu'à atteindre son paroxysme sur le plan effectif. Mais malheureusement, le gouvernement a décidé de rendre la gratuité de l'enseignement devant 2 cycles. Nous leur concédons cela. Mais lorsque le ministre maintenant de la communication, il vient... le ministre, pardon, de PTT ou quoi là-bas, Kibasa, lorsqu'il vient, il dit que il y a une partie de cette taxe de RAM qui soutient la gratuité de l'enseignement. Donc, il bat en brèche tout ce programme de gratuité d'enseignement. Finalement, il n'y a pas gratuité. Voilà. Lorsque le gouvernement, le chef de l'État avait déclenché la gratuité de l'enseignement, on nous a dit, par le gouvernement, que la gratuité était supportée par les fonds extérieurs. Et de l'autre côté, il y avait des fonds sur le plan extérieur et puis sur le plan interne. C'est-à-dire sur le plan interne, on devait mobiliser un certain nombre de fonds pour soutenir ce programme de gratuité. Sur le plan externe, vous vous souvenez avec la Banque mondiale qui avait fait un prêt au gouvernement afin de supporter cette histoire. Mais maintenant, quelle est maintenant l'approche, quelle serait maintenant l'approche des partenaires extérieurs lorsqu'ils se rendent compte que eux, ils ont contribué, mais en dehors de financement interne, hein, il y a encore d'autres mécanismes que le gouvernement a mis en place qui supportent cela. Quelle sera maintenant leur approche? Alors qu'en réalité, l'extérieur amène n'est pas suffisant. Mais justement, il encore payer. Mais Denis, moi je pense que on parle pas de la gratuité aujourd'hui, mais moi je pense que la gratuité c'était une mesure audacieuse que moi j'ai toujours applaudi. Il fallait que quelqu'un commence parce que c'était dans notre constitution. Mais maintenant l'effort de tous. Denis, pas que l'effort de tous est important. Mais Denis, parce que tu ouvres cette parenthèse-là, laissez qu'on ouvre cette parenthèse-là. Vous-même, vous dites que c'était un programme audacieux. Mais finalement, vous applaudissiez. Mais lorsqu'on parle d'un programme, vous savez, là, on parle de l'enseignement, on parle de l'éducation. C'est-à-dire qu'il y a 2 éléments qui doivent entrer en jeu. D'un côté, il y a la gratuité. Oui, ça allège une tâche. Mais de l'autre côté, il faut que cette gratuité-là produise des effets. Or, parlant de l'éducation, si nous avons la gratuité, et nous perdons la qualité, donc nous n'avons rien fait. Et ça devient même dangereux dans les jours à venir. Voilà pourquoi. La qualité mais quand je parle de la qualité, mais regardez vous-même, aujourd'hui par exemple, vous avez invoqué là-bas que non, il y aura il y a la rentrée, on va parler de la rentrée. Mais si je peux faire un pas à l'avance, aujourd'hui par exemple, la situation des enseignants, moi j'ai suivi hier. Beaucoup d'enseignants ne veulent pas rentrer. Il y a beaucoup de gens qui, au niveau des enseignants là, il y a des nouvelles unités par exemple, on ne leur paye pas. Il y a des enseignants, depuis qu'il a commencé, il vous dit, il a fait 2 ans. On ne lui paye pas 3 ans. Il donne cours, il habite Kisenso, il donne cours à Selembao. Donc, il ne sait même pas comment aller là-bas. Troisième chose, vous connaissez que sur le plan de l'infrastructure, le Congo, notre pays, a toujours eu de problèmes. Si vous avez une classe aujourd'hui, par exemple, mettons première année primaire, de 50 enfants, c'est déjà beaucoup. Avec la gratuité, bonne chose, oui, mais vous risquez de vous retrouver dans une classe où il y a 200 enfants. Mais prenez maintenant, psychologiquement parlant... J'avais dit que c'était une mesure audacieuse. Mais justement... Parce que nous devons commencer, on devrait commencer par... Commencer quelque part. Mais bien sûr que oui. On a commencé là-bas, mais petit à petit on essaie d'améliorer. Bien sûr que oui. Je n'ai jamais refusé cela. Mais moi je parle dans d'autres pays, la diaspora pouvait contribuer à ça. Nous avons une diaspora qui ne fait que parler. Est-ce que nous ne pouvons pas, Maître Guy,
nous pouvons contribuer à l'effort même de ce qui se passe dans le gouvernement. Par exemple, la gratuité. L'effort des Congolais est où? Mais nous venons des pays sous-développés. Nous ne pouvons pas ici pérorer et parler et dire que le gouvernement doit tout faire quand le gouvernement ne fait pas. Mais le gouvernement nous donne quand même la chance de dire que j'ai décidé d'implémenter ça. Kabila ne l'a pas fait. Tout le reste du pouvoir ne l'ont jamais fait. Mais moi, je décide de respecter cela. Petit à petit, ça n'allait pas être parfait. Mais petit à petit, nous allons nous arranger pour arriver quelque part. Maintenant, nous, quel est notre effort, par exemple? Denis, bon. Où nous devons nous asseoir en train de critiquer? Regarde, Denis, vous avez invoqué un sujet encore très important, la diaspora. Alors, avec le temps que nous avons, le temps d'antenne que nous avons, peut-être qu'on ne sera pas à mesure de bien parler de la diaspora. Si moyen il y a, je souhaiterais un jour que vous puissiez organiser un plateau où les membres de la diaspora, pour ou contre, qu'ils viennent, comme ça on peut débattre de cet aspect des choses. Mais je puis vous dire que la diaspora congolaise, pour moi, avec la situation que le Congo est en train de traverser, c'est une diaspora qui n'a pas fermé les yeux, qui n'a pas fermé les bras. Nous sommes en train d'aider tant mieux que possible. Vous savez, par exemple, là, c'est encore un problème. Mais oui, mais même si nous aidons nos familles, mais ils font partie de cette population. Vous êtes sans oublier, aujourd'hui, l'école rentre au mois d'octobre. Oui. Si je prends un échantillon de 10 personnes ici, 7, 8 vont dire qu'ils sont en train d'envoyer l'argent au Congo. Pourquoi? Parce qu'il y a un enfant qui doit étudier, il y a une cousine qui doit faire ceci, il y a l'autre qui doit faire cela. Voilà, ça fait partie de la contribution. Mais évidemment, nous avons aussi des aspects négatifs. Si il y a moyen, comme je dis, qu'on organise un plateau, là on va parler les amis de la diaspora, voilà. les soi-disant ou bien les combattants. Maintenant, rentrons sur le RAM. Ouais, nous revenons sur le RAM. Alors, quand le ministre dit ça, cela insinue quoi? Il dit que non, une partie d'argent que nous récoltons avec RAM, ça nous sert d'appui à la gratuité. En d'autres termes, hein, nous comprenons que en réalité, les gens payent. Oui. Mais sous une autre forme. Non, un paiement, c'est un paiement. Oui, oui. Ça n'a rien à voir avec minime ou quoi. Mais le gouvernement ne nous avait pas dit ça. Le gouvernement a dit que on avait commencé un programme sur la gratuité de l'enseignement. Alors voilà pourquoi nous disons non, il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas d'évolution parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a encore beaucoup de choses. C'est vrai qu'on a commencé. Mais il n'est pas seulement question de commencer. Il est question maintenant de mettre des efforts, de mettre du sérieux, afin de voir comment maintenant perfectionner ce dont on a commencé. Bon, on ne va pas commencer et puis s'arrêter là-bas. Pour ne pas aller d'une façon éparse, quand nous revenons à RAM, et vous pensez que qu'est-ce qui pourrait arriver? Parce que vous dites que... Non, c'est dans des pays sérieux, dans des pays sérieux. Voilà pourquoi, même lorsque nous avions parlé de l'état des droits, Denis, je vous avais dit, ce n'est pas que nous sommes en train de ne pas vouloir que le Congo entre dans cette dimension-là. Mais nous devons être sérieux. Vous savez, dans des pays sérieux, le ministre, soit il démissionne de lui-même, soit la justice, on le chasse du gouvernement, et pendant qu'on le chasse là, il doit justifier l'argent des Congolais qu'il a eu. Denis, je vous relève une chose. Vous savez que la taxe là, comme je vous ai dit, la DGRAD ne reconnaît pas la perception de RAM. Mais vous savez que RAM a un compte, je dirais pratiquement, que seul le ministre connaît. Vous savez qu'au niveau avec RAM là, il y a des ramifications entre le ministre et la présidence. Donc, nous sommes dans les finances publiques ici, nous sommes dans les finances publiques. Il y a un ministre, oh, mais oui, mais suivez, je peux vous citer, il y a le député national Molière, et suivez son intervention. Il a développé son intervention, il a dit que RAM, c'est l'affaire du ministre lui-même avec ceux qui sont à la présidence. Et ici, il n'a pas dit ça devant un plateau de la télévision, mais il a dit ça à l'Assemblée nationale, mon cher ami. Il a fait cette affaire-là à l'Assemblée nationale. Disons que c'est quelque chose qui n'est pas bien pour la population. Non, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est une escroquerie. C'est une escroquerie. Alors, oui. Maintenant, disons ceci. Qu'est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver? Est-ce qu'on va suspendre RAM ou bien les députés... Mais c'est la suspension pure et simple qui ne doit même pas prendre 48 heures. Et le procureur général doit activer une action en justice contre ce ministre-là.
Parce que comprenez que RAM, depuis que ça a commencé, quand vous regardez le ministre, il n'a même pas dit vrai sur le chiffre déjà prélevé. Parce que lui nous a dit avant que RAM contrôlait les forces cellulaires. Ok? Mais par après, là, RAM a commencé à faire des prélèvements sur des SIM cards. Et ce qui est bizarre, vous savez, au Congo, aujourd'hui, nous avons des appareils avec 2 SIM. Oui. Vous avez un seul appareil avec 2 SIM. RAM vous prélève au numéro 1 du SIM et le numéro 2 du SIM. Alors, quand vous regardez le montant, il parle d'un montant de 25 millions. Mais quelles sont les preuves? Comment la population congolaise va accepter ces allégations-là? Comment il fait pour prouver aux gens? Bon, cet argent-là qu'il prenait, il y a beaucoup de questionnements au niveau du Conseil des ministres. Parce que ce ministre, il n'est pas un électron quand même libre. Il siège dans le Conseil du ministre. Mais quelle est l'approche du Conseil des ministres, du ministre par rapport à cet axe ici de RAM? Parce que ça fait quand même longtemps où la population criait. Ça fait quand même longtemps dans tous les salons médiatiques. On en parlait. Vous savez qu'avec RAM ici, il y a eu des marches de l'opposition. Il y a eu des marches de mouvements citoyens. On a tabassé les jeunes. On a arrêté certaines personnes. Donc ce n'est pas quelque chose qui passait inaperçu. Le gouvernement connaissait cela. Mais quelle a été l'implication du gouvernement? Aujourd'hui, le ministre est incapable de répondre. Il a été au Parlement. Après, là-bas, il a demandé 48 heures. Dans les 48 heures, il n'est pas venu. Mais nous pensons qu'il faut qu'il vienne. Nous pensons qu'il faut stopper cette histoire de RAM. Nous pensons qu'il faut qu'il y ait une action judiciaire contre ce ministre-là. Et nous pensons finalement qu'il faut que le gouvernement prenne des mesures récalcitrantes contre ce monsieur-là. Où est le Premier ministre? Moi, je pense que... Où est le Premier ministre devant cette situation de RAM? Parlons doucement, parce que si la situation ne dérange pas le Premier ministre, moi, je pense que... Est-ce que vous ne pensez pas que la population congolaise est laxiste? Elle est responsable de ce qui se passe. Parce que quand on dit toujours que le peuple mérite ses dirigeants, mais quelle était l'action de ceux-là qu'on a prélevés? Ce sont des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont intenté comme action? Mais Denis, nous ne refusons pas. La population mérite ses dirigeants. Mais même le Premier ministre, même les députés là, ils font partie de la population, non? Ils font partie de la population. Ce sont eux qui ont le moyen de l'État. Oui, mais ils sont devenus, ils sont pratiquement extra. Mais nous ne refusons pas. Voilà pourquoi ici, par la voix des ondes, par le média, tout et tout, nous sommes en train de dénoncer, nous sommes en train de crier afin que l'autorité revienne à la raison, qu'il revoie sa politique sur le plan national. Le président Tshisekedi, quand il est venu au pouvoir, il nous avait dit le peuple d'abord. Mais en quoi est-ce que cette politique du peuple d'abord va être consistante, va produire des fruits lorsque nous assistons à des histoires comme ça? On peut déjà conclure que le ministre Kibasa est contre le peuple d'abord. Non, mais vous n'avez qu'à... On reconnaît l'arbre par ce fruit. Je vous avais dit concernant même ce gouvernement ici, les warriors, tout et tout. Quand vous regardez le gouvernement ici, donc on est en train d'aller de scandale en scandale. On ne sent pas le Premier ministre. C'est lui le chef du gouvernement. Il est où? Il est où devant cette situation Plusieurs fois, quand vous regardez dans les médias, vous allez voir, oh non, il est allé inaugurer, il est allé. Donc c'est toujours comme ça. On ne sent pas la situation sociale, par exemple, de la population. Vous savez que RAM touche au social de la population. Bon, voilà. Où sont les surgelés? On passera. Où sont les surgelés? Donc, vous ne venez pas d'abord avec le surgelé, mais dans l'entretemps, c'est RAM qui continue à bouffer. Mais jusqu'où? Bon, voilà, on va partir rapidement à l'étape suivante. On parlera de la CENI. La CENI, nous avons, comme tout le monde le sait, il y a blocage. Il y a 6 institutions. Moi, je l'appelle, bon, on dit que c'est la société civile, c'est les églises et tout le reste. Mais c'est 5 je pense, et SCC, je crois, qui ne sont pas d'accord. Donc, total, c'était 8, 6 contre 2. Et finalement, ils ont fait sortir Denis Kadima. Mais là, la grande question que nous avons ici à News, parce que tout a été dit sur cette histoire de CENI, mais vous pensez que c'est qui constitue le blocage? Denis, moi, concernant la situation de CENI, de notre CENI, hein, je commence à... Ça, c'est mon analyse personnelle. Oui. Je commence à croire que, en dépit de tout, le pouvoir est derrière cette histoire. Bon, quand vous dites le pouvoir, oui. Vous parlez de qui? Non, je parle de ce régime.
Soyons vous parlez du président Félix Je parle de ce régime. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo. Regardez. Il est responsable du blocage. Regardez. Avant le blocage ici, sous Mabunda, nous avions connu le cas Malonda. Ouais. Curieusement, c'était 6 contre 2. Comme d'habitude, ça se jouait. Curieusement, le président dit qu'il y avait quoi? Clameur. Ouais, je retiens le mot clameur. Ouais. Ok? Mabunda part. Nous avons le vieux Mbosso. La CENI va se réunir. Oh, pardon, les confessions religieuses. Ils vont se réunir. 6 contre 2. Le résultat, 6 contre 2. Ok? Les uns disent non, Kadima ou rien. Pour des raisons que eux-mêmes connaissent. Bon, on invoque le CV, on invoque. Mais quand tu rentres au niveau de vous analysez les éléments qu'il y a là-bas à l'interne, vous allez voir que le premier cas avec Malonda est totalement similaire avec le deuxième cas ici. Oui. Je vois les gens parler des CV et tout, mais entre nous soit dit, je ne suis pas contre Kadima, mais entre nous soit dit, au Congo, il y a des gens qui ont une expérience plus que l'expérience de Kadima. Parce que Kadima n'a jamais organisé les élections en fait, ici, il faut que nos internautes comprennent bien. Ouais. On ne parle même pas disons, des compétences et tout le reste. Mais moi, je suis plus du côté où vous dites qu'il y a le pouvoir. Ouais. Vous attaquez directement le président Félix Tshilombo. Mais vous oubliez une chose. Vous oubliez une chose, que les élections qui ont fait de Félix Tshilombo président de la République ont été organisées par les kabylistes. Ils ont été organisées par Nanga. Et que Joseph, le poulet de Joseph, n'est même pas sorti. Et Félix est devenu le chef de l'État. Et aujourd'hui, après avoir exercé le pouvoir pendant déjà plus de 2 ans, on part, c'est la 3e année déjà qui est en train de finir, vous pensez que il y aura quelqu'un qui lui aura peur qu'il organise les élections et puis qu'il perde au moment où même Nanga qui était ultra, je ne sais pas, kabyliste, n'a pas pu. Denis, organiser les élections ne vous donne pas nécessairement le droit de gagner. Non, personne n'a dit ça. Mettons-nous d'accord. Je dis que, bon, est-ce que la présidence aura peur c'est ça que je suis en train de dire. Ici, et pourtant hier, c'est les kabylistes qui ont organisé les élections. Denis, ici, il faut voir la chose de cette manière ici. Si on peut s'en passer du mot peur, mais au moins, on ne peut pas s'en passer du mot garantie. Il est question de garantie. Le pouvoir veut garantir tout simplement. Pourquoi j'ai dit ça? Je m'explique. Nous nous retrouvons dans une situation où le premier cas égale totalement au deuxième cas. Oui. Ici, il y a 6 qui bloquent. Oui. Avant, c'était 6 qui bloquaient. Oui. Mais il faut dégager maintenant un consensus. Ici, nous parlons de consensus pour que nous puissions avancer. D'ailleurs, je me souviens, le président du Parlement a parlé de l'arbre, à palabre. Lorsque vous allez sous un arbre, cela veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai ma position, toi tu as ta position. Mais parce que nous décidons d'aller sous l'arbre, c'est pour aller s'entendre. Mais lorsque nous allons nous entendre, tu ne viens pas avec ta position du départ, je ne viens pas avec ma position du départ. Nous devons trouver un compromis. Mais dans les cas d'espèce, avec Malonda, qu'est-ce qui dérange? Non, laisse-moi le temps. Le cas de Kadima, qu'est-ce qui dérange? Ce qui dérange avec Malonda, qu'est-ce qui a dérangé? Clameur. Aujourd'hui, le cas de Malonda, moi je ne prends pas le chef d'État, mais nous sommes des observateurs nous-mêmes. Le cas de Malonda, c'était clair. Malonda avait encore des sacs, des rapports à donner. Il était un exécutant, il était parmi l'organisation de la CENI passée. Avec Nanga, il devrait remettre le rapport qui jusqu'aujourd'hui on ne l'a pas fait. Mais les élections étaient chaotiques, il n'était pas une référence. Mais ça, ce n'était pas la raison avancée. Non, pour moi, l'observateur, moi j'observe. Je dis, Malonda n'était pas la meilleure personne pour conduire la CENI. Peu importe son expérience, on a eu une élection chaotique. Bon, au moins, et maintenant, on va se dire qu'il a l'expérience, il a ses... Denis, c'est déjà étanché. Denis, maintenant, on prend quelqu'un de neutre. Il vient d'ailleurs. Denis, c'est difficile que nous puissions... C'est difficile qu'on abonde sous cet angle-là. Parce que si tu dis qu'on a eu avec Malonda, je prends ça de le rapport jusqu'aujourd'hui. Si on a l'argent des Congolais, des millions. Si on dit, regarde, ils n'ont jamais justifié ça. Voilà. Si nous disons que nous avons eu des élections chaotiques, en d'autres termes, tous les dirigeants que nous avons ici
ce ne sont pas des dirigeants qui sont venus de vraies élections. Mais c'est clair. En d'autres termes, regardez. Je vais dire une chose rapidement. C'est clair, je voulais simplement éclairer et confirmer ce que vous venez de dire là. Vous savez, c'est l'un des rares pays au monde où le président qui passe, il dit, je reconnais des irrégularités, des élections, tout a été mal organisé, mais je promets que l'année suivante, ou le quinquennat qui va venir, le mandat prochain, nous allons organiser des élections qui seront acceptées et bien organisées par tous. Ça signifie quoi dans d'autres cieux? Ça signifie que vous ne reconnaissez même pas votre propre autorité. Kabila l'a dit, Félix l'a dit. Mais pourquoi ils le disent? C'est parce que ce sont eux qui n'organisent pas les élections, c'est la CENI. Ils déclinent la responsabilité. Maintenant, aujourd'hui, quand on vous dit qu'il y a le temps, nous avons un problème de temps. En 2023, tout le monde dit qu'il doit y avoir élection. Et vous bloquez à 2 reprises la situation. Mais oui. Maintenant, vous voulez qu'on aille jusque quand? Quand il y aura glissement, quelle sera la réaction? Mais oui, c'est là que je suis en train de dire. Ici, pourquoi je dis que j'ai l'impression que le pouvoir est derrière. Parce que, Denis, dans tous les cas de figure, blocage ou pas, prenons les hypothèses. Au cas où la situation s'est décantée, ok, et qu'on choisissait Kadima. Kadima, au jour d'aujourd'hui, parlons vrai, c'est un candidat pro-régime. Clair. Il y aura toujours un pro quelque part. Oui, voilà. Non, mais je n'en disconviens pas. Ouais. Alors, la machine marche. Parce qu'il y a des garanties. Donc, on peut supposer que, bon, la finalité, c'est que on va rester encore à gérer la situation. Mais n'oublie pas qu'avec Nanga, on disait qu'il y avait les garanties. Chadari sera président de la République. Quand nous parlons des garanties, les garanties ne sont pas les résultats. Les garanties ne sont pas les résultats définitifs. Voilà. Donc, il y a un avantage. Dans l'hypothèse où les choses bloquées, oui. Ok, ouais. Et qu'on arrivait à un glissement, mais l'article 70 s'oppose, non? S'impose. Le président reste. Donc, le président est là. Il bénéficie, c'est lui qui bénéficie. Mais les autres viendront. Alors, c'est là que je suis en train de dire. C'est une très bonne question que tu as posée. À qui la faute? Pour que nous ne puissions pas invoquer des fautes. Dans l'entretemps, la République n'avance pas. Voilà ce que moi je propose. Kadima, oui. Mais dans les cas d'espèce ici, il n'y a pas consensus. Regardez le Parlement. Combien de fois le Parlement a remis les dossiers. Mais on ne peut pas non plus bloquer le pays avec un seul individu qui s'appelle Kadima. Mais ce sont les confessions religieuses. Il faudrait que ces confessions religieuses-là, à un moment donné, se démarquent de la réalité. En disant ceci, parce que Kadima est contesté. Parlons vrai. C'est un candidat contesté. C'est un candidat à l'heure actuelle conflictuel. On enlève Kadima. Venez avec un autre candidat. Vous n'allez pas nous dire qu'à part Kadima, les élections n'auront plus lieu. Et on amène Malonda. Non, mais pourquoi seulement Malonda? Quand vous allez au niveau de la CENI, okay, on amène Christian Tshisekedi. Mais s'il est, mais où est le problème? S'il est congolais. On accepte tout le monde. Mais attendez, si Christian Tshisekedi, par exemple, comme vous dites là, il est congolais. Là, il n'y a pas de garantie. Non, mais regardez mon frère. S'il est congolais, oui. S'il s'y connaît dans la matière, oui. S'il est compétent, s'il n'est pas d'une moralité douteuse, oui. Et il n'appartient pas à un camp, oui. Quoi de plus normal? Mais aujourd'hui, quoi de plus normal? Mais maintenant, Denis, vous comprenez que tout le système est bloqué à cause de Kadima. Finalement, moi, je me pose la question. Qu'est-ce que Kadima regorge finalement? Quel est l'intérêt de Kadima? Parce qu'avant Kadima, nous avons vu, vous avez parlé du président Tshisekedi. Il est sorti sans Kadima, non? Ben ouais. Alors, mais pourquoi aujourd'hui on doit bloquer tout le pays avec Kadima? C'est pourquoi la question est qui bloquait et vous dites que c'est le pouvoir. Et non, mais, est passé. Mais quand je parle... mais oui, quand je parle du pouvoir, je vous ai illustré des cas. Dans tous les cas de figure, s'il y a glissement aujourd'hui, qui reste en place? Mais écoute. Mais alors, la Constitution le dit. Alors, mais oui, mais donc, puisque oui, je n'en disconnais pas, la Constitution le dit. Mais ça va profiter au régime ici. Ah, mais ça profite au régime. Alors, mais lui, comme il est le président, regarde, lorsque nous avons eu le cas Malonda, c'était un problème entre les confessions religieuses, tout, mais nous avons vu le président, non? Aujourd'hui, personne ne peut douter qu'il n'y a pas clameur. Regarde la situation. Il y a que l'union sacrée. Non, mais la clameur, justement, ne constitue pas en démarche. Je peux ne pas marcher, mais je ne suis pas d'accord avec vous. Je vous cite. Aujourd'hui, quand vous prenez toutes les forces, toute l'opposition,
n'est pas d'accord. Il y a une frange de la société civile qui n'est pas d'accord. Vous sentez que la société est en train de bouger. Mais c'est déjà une clameur. La responsabilité du glissement qui est en vue pourrait être entre les mains, nous attendons nous deux ici, entre les mains des confessions religieuses. Je ne voudrais pas d'abord affirmer, cela. Ce sont eux qui sont responsables. Oui, eux ils sont responsables, mais dans tous les cas de figure, Denis. Vous voulez que le président intervienne? Mais avec Malonda qui avait intervenu. Non, il n'a pas intervenu. Non, mais il avait écrit. Il a donné non, son mais avis. il avait. Non, il n'a pas donné un avis. Il a agi en tant qu'institution en écrivant à Mabunda. Il avait écrit à Mabunda. Bon, cette fois, vous voulez qu'il écrive quoi? Mais il faut qu'il écrive. Quoi, mais regarde maintenant ce qui se passe. Il dit à Mbosso ceci. Il a répondu à Mbosso. Il a dit à Mbosso, si les deux, s'ils ne s'attendent pas, nous appliquons la Constitution. Qu'est-ce dit la Constitution? Mais qu'est-ce dit cette organisation de la CENI s'il n'y a pas consensus deux fois? Denis, moi je pense que regarde. Le Parlement va. Denis, moi je pense que tant que nous allons continuer avec cette manière de faire les choses au Congo, alors je crains que même ceux-là qui autrefois à l'opposition criaient opposition pour changer les choses, rien ne va changer au Congo. Vous savez, si aujourd'hui l'Assemblée prenait les choses, il est établi pour le moment, néanmoins nous qui suivons la politique de notre pays, Kadima c'est le candidat du régime. Ça, il n'y a pas de discussion. Bon, mais disons maintenant que... Là, je n'affirme pas. Oui, moi j'affirme et j'assume. Disons maintenant que Kadima a passé. Oui. Donc, nous pouvons nous attendre à d'autres contestations dans les jours qui viennent. Et vous savez, chaque fois qu'il y a des élections, quand vous lisez la Constitution, la raison pour laquelle même la CENI a été mise en place, c'était justement pour éviter ces genres de contestations après des cycles électoraux qui n'ont fait que balancer l'équilibre, balancer les choses dans le négatif dans notre pays. Chaque fois qu'il y a contestation électorale, vous allez voir, vous allez passer un mandat, toujours celui-ci est président de tel, l'autre là, président élu, tout et tout. Mais à un moment donné, il faut que ça arrête. Nous devons viser le développement. Et puisque ces histoires-là ne font que tarder dans notre société, ça tarde les mentalités, ça tarde le développement. Soyons sérieux. Voilà, si Kadima n'est pas en mesure, si Kadima est contesté, moi je pense que la meilleure des solutions, c'est de mettre Kadima à côté, comme on avait mis Malonda à côté, qu'on prenne une autre personne, voilà. Et puis nous avançons. Nous avons dépassé largement le temps qui nous était imparti, mais la dernière partie de notre émission, ça concerne la rentrée scolaire avec tout ce que tu vois, le climat, des désordres, le reste, des contestations. Et vous pensez que la rentrée des classes sera sereine ou ce sera dans la quiétude ou ce sera comment? Bon, déjà, dans un pays où la situation sociale est chaotique comme ça, je puis déjà dire que la rentrée, là, bon, ce n'est qu'une date. Hein. Pour le reste, là, vous savez voir comment il y a... Et c'est là que vous allez voir la force de la diaspora. Nous tous ici, même avec les amis, on appelle. Donc, il faut de ce côté ici subvenir, de l'autre côté... Bon, moi, j'ai toujours dit, toujours que si la diaspora s'est définie par l'argent que moi j'envoie à ma famille, je pense que ça, c'est une diaspora qui va aller à l'échec et qui va mourir. Moi, je crois que la diaspora pourrait peut-être s'organiser dans des colloques en train de parler du développement de leur pays. Ils disent que voilà, qu'est-ce qui manque au pays, c'est par exemple le salaire des enseignants. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de contribuer dans ce salaire-là par le moyen que nous avons. Et là, tout le monde en bénéficie. Sinon, c'est la loi du fort. Bon, moi, Denis, je pense, je ne voudrais pas, c'est un sujet très spécifique avec des réalités diverses que nous pouvons vraiment développer. Alors, moi, tout ce que je peux dire à ce sujet-là, si jamais e-News pourrait nous donner cette opportunité-là d'organiser des débats, même 2 ou 3 pour réellement parler, ça peut nous permettre aussi de voir là où la diaspora a peut-être trébuché d'arranger, mais là où la diaspora a maximisé dans le bon, on voit comment on peut maximiser. Parce que, vous voyez, quand vous parlez de développement et consorts, hein, regardez la configuration de notre pays. Et aujourd'hui, si vous regardez dans toutes presque les diasporas du monde, ils posent des actes. Mais ces actes-là sont souvent accompagnés avec le gouvernement. Mais chez nous, ici, nous avons des gouvernements qui sont déjà, de par leur comportement, de par leur attitude, donc ils sont déjà défaillants au point, ils ne vous encouragent en rien. Nous avions discuté ici sur les palissades, non? 27 millions. Vous croyez qu'il est facile
pour quelqu'un qui est en train de jouir avec l'argent de l'État, il bouffe ça n'importe comment, et puis demain matin, vous voulez que la diaspora par exemple, vienne faire la contrepartie de toutes ces charges-là, où on est en train de voler l'argent comme ça, avec les 27 millions qu'on a gaspillés comme ça là. Vous savez combien d'écoles on pourrait construire? Merci beaucoup, Maître Guy. Comme nous avons dit, le temps qu'avec Maître Guy, nous allons toujours au-delà de notre temps. News 24 vous remercie d'avoir été patient et surtout avoir supporté ce que nous faisons. Nous le remercions et nous le convions de revenir encore une fois. Et nous lançons aussi à ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui vont suivre, ceux qui vivent à Melbourne, même ceux-là qui sont loin, même de participer à l'émission. Si vous avez des contradictions, vous venez. La porte est ouverte pour ceux-là qui aiment le débat. Et Maître Guy est disposé pour avoir notre son des cloches. Nous remercions la communauté congolaise de l'Australie à travers le président Nick Chibala. Nous le remercions pour ce qu'il fait pour la communauté. Et nous remercions aussi, de loin, on n'a pas oublié l'éditeur de Grand Journal qui est Eric Mwamba. Et nous n'oublions pas Maman Florence Mibadi qui est la responsable des les femmes pleureuses à Peuf. Nous saluons et nous leur disons toujours, comme nous disons dans notre langue, Oumela. Et nous n'oublions pas l'équipe de News 24, ceux-là qui supportent et qui tiennent News 24. Nous avons Maman Espérance OTT, nous avons Linda Mumbe, nous avons Emma Vidéo, nous avons Alpha à Kinshasa, nous avons Fumutula, nous avons toute l'équipe de News 24 avec ceux-là qui vont venir. Mais surtout, n'oubliez pas notre émission Culture et Recettes. Nous vous disons à la prochaine. Ciao.